Voilà. On a ça. Et ça, on peut dire que c'est le gradient également de f en A scalaire h. Est-ce que ceci est clair ou il faut que j'explique un peu plus? C'est clair. C'est clair? Donc du coup, le h, c'est un accroissement infinitésimal. Ça peut être un dx, ça peut être un dx1, un dx2, un dx3 jusqu'à un dxn. Hein, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais de manière générale, en maths, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une variable h, donc avec n composantes si on travaille de Rn dans R, et on écrit la différentielle avec h plutôt que d'écrire avec des dx, des dx1, des dx2 jusqu'à dxn. D'accord? Mais c'est exactement la même chose. Bien, ça c'est la première remarque. Et maintenant, je vais expliciter ce que c'est que le petit taux de norme de h. Parce que c'est un petit peu, c'est pas nouveau, parce que vous avez déjà vu cette notion, mais je vais quand même dire ce que ça veut dire. Je vais quand même dire ce que ça signifie. Donc, petit taux de h, en fait, c'est pas petit taux de h, hein, d'ailleurs, c'est petit taux de norme de h, hein, on va être précis. C'est la norme de h multipliée par une fonction epsilon de h, telle que epsilon de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, généralement, on utilise la norme euclidienne, donc c'est la racine carrée de h1 carré, puisque h est un vecteur, hein, de h1 jusqu'à hn, plus etc., plus hn carré, multiplié par une fonction epsilon de h1 jusqu'à hn, avec epsilon de h1 jusqu'à hn tend vers 0 quand les h1, hn tendent tous vers 0. Donc ici, on constate que quand je dis que h tend vers 0, c'est sous-entendu que le 0 d'ici, ce 0 là, c'est pas vraiment 0, c'est le vecteur nul en fait. Parce que h est un vecteur. Voilà. Est-ce que ça c'est clair aussi? C'est important de bien saisir ces nuances. Et donc, on va pouvoir faire un exemple maintenant. Permettant de bien comprendre ce qui se passe. Alors déjà, en pratique, je suis déjà à 50%, j'aurais pas dû, bon tant pis. Donc en pratique, pour montrer qu'une fonction est différenciable en A, eh bien, on démontre déjà petit a que f admet des dérivées partielles. Et petit 2 que, eh bien, quel que soit h appartenant à U, hein, eh bien, f de A plus h moins f de A moins la différentielle de f de A h
est égal à petit o de valeur de norme de h, c'est-à-dire que f, donc petit o de, ça c'est, on avait dit que c'était h fois epsilon h, hein, d'accord? Et donc, que f de a plus h moins f de a moins la différentielle de f en a divisé par norme de h tend vers 0, quand h tend vers 0. Voilà. Et ça, on encadre. Est-ce que c'est clair, ça? Bon, pas de réponse, normalement. Ça devrait être... Oui, oui. Monsieur, juste, df de a, c'est différentiabilité de f1. C'est la différentielle, en fait, de f Ok, en a. d'accord, c'est ça. On évalue en h, quoi, si tu veux. On garde pour un h quelconque. Mais la différentielle, tu vois, la différentielle, oui, la différentielle, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, la différentielle, ouais. Différentielle. Attends, je vais l'écrire ici. Bien sûr, petite remarque rapide. Différentielle de f va de Rn dans R et à H passe aussi. Donc la somme des dérivées partielles et elle est linéaire. Hein. Bon bref, c'est par définition. Donc là, en fait, oui, en fait j'ai mis Rn. Bon, on va mettre plutôt U inclus dans Rn. D'accord, voilà. C'est clair? Donc du coup, on prend en entrée, on a H1 jusqu'à Hn, et en sortie, on a la somme des dérivées partielles fois ça, et en fait, c'est les gradients fois H, enfin, on l'a déjà dit. Monsieur, Oui. vous pouvez réexpliquer c'est quoi epsilon de h? Enfin, j'ai pas compris à quoi ça sert. Enfin, comment on le calcule? En fait, on ne calcule pas, on sait juste que petit taux de norme de H, tu sais, quand tu dis, je sais pas, par exemple, H égale à petit taux de G. Quand voilà, quand tu écris ça en A. Tu sais ce que ça veut dire ou pas, ça? Euh, Ça veut dire H de X, ça fait petit taux quand X tend vers A de G de X. ok. Et donc, c'est en gros, ça signifie que H de X sur G de X tend vers 0 quand X tend vers A. En fait, parce que petit taux hein, comme ça, c'est G de X multiplié par epsilon X, d'accord, avec epsilon X tend vers 0 quand X tend vers A. Monsieur, vous pouvez un peu remonter, s'il vous plaît? Pas de souci. Donc ça, c'est ce que vous avez vu l'an dernier, ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec les DL. Ah oui. Voilà. Allez, on va faire un exemple.
C'est bon? Alors, bien. On va faire un petit exemple, tiens. Ouais, c'est parti. Exemple. Donc, on va faire cet exemple-là. Bon, déjà, montrer que f sur r carré. Donc déjà, premièrement, existence des dérivées partielles. Bon, là, ça va, il n'y a pas de souci. Elles existent, on peut facilement les calculer, il n'y a pas de problème, elles sont toutes définies sur R. Monsieur, Oui, si elles sont définies par exemple, dans le plan humain, enfin, si c'est pas des réels, si c'est des complexes, des complexes. oui. Si c'est des complexes, ça va marcher. En fait, si c'est des complexes, ça veut dire que tu travailles des complexes vers R ou tu travailles de quoi vers quoi? Faut être précis là. Des complexes vers des complexes, c'est possible. Ah oui, bien sûr, ouais. Des fonctions, en fait, tout est possible avec des fonctions. C'est juste que quand tu travailles avec des complexes, c'est comme si tu travaillais dans le plan finalement. Il y a une bijection entre le plan et le R2 et les complexes. Donc on peut toujours se ramener à deux variables parce qu'un complexe est défini par une partie réelle, une partie imaginaire qui correspond à X et à Y en fait au final. D'accord, mais dans quel cas alors, du coup, l'existence des dérivées partielles, enfin, dans quel cas il n'y aura pas d'existence? Eh bien, par exemple, là, elles sont toutes définies sur R carré parce que c'est des polynômes. Quand je dérive par exemple des quotients, si j'ai des racines carrées, c'est pareil. C'est pas ça, dès que tu vas avoir des problèmes de définition, par exemple, la racine carrée, elle n'est pas dérivable en zéro. Ah, ouais. En gros, après, c'est des théorèmes généraux que tu connais. En fait, si tu veux, quand on travaille avec plusieurs variables, ce qui se passe, c'est qu'on dérive par rapport aux différentes variables. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on regarde éventuellement ce qui se passe après en termes de résultats. Et donc, on voit qu'ici, il n'y a pas de souci, c'est un polynôme. Mais si on avait eu racine de x, on n'aurait pas pu dire que c'était dérivable en zéro, par exemple. Donc, les dérivées partielles n'existent pas en zéro, si j'avais eu racine de x. Parce que quand je dérive racine de x par rapport à x, j'ai 1 sur 2 racines de x. Donc, en gros, c'est ça. On dérive partiellement suivant x et y, on garde les valeurs, et ensuite, on regarde si éventuellement, il y a existence sur le domaine. C'est bon? Ok. Donc là, il n'y a pas de souci, les dérivées partielles existent sur R carré, puisqu'elles sont toutes les deux définies sur R carré, quoi. Ensuite, 2. Alors, on va fixer justement... Alors oui, on va peut-être dire la dérivée partielle, peut-être ce qu'elle vaut. Donc, par exemple, quel que soit AB, on va travailler avec un AB, voilà. On peut dire que la différentielle de F en AB de H1, H2, c'est, parce que je vais utiliser le même truc que dans le cours,
Voilà. Voilà ma différence. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Quand me craquer là. Voilà ma différentielle. Ensuite, différenciabilité maintenant. Donc, soit AB, un couple dans R2. On pose. Ça, je vais l'appeler grand A du coup. Voilà, de toute façon, c'est la différentielle de AB. Voilà. On pose H. Ok. Et donc, ça, je vais l'appeler grand A. Allez. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, montrons que f de A plus H moins f de A moins différentiel de f en A de H sur norme de H tend vers 0 quand H tend vers 0. D'accord? C'est ça qu'on va faire. D'accord? Ça va? Je reprends juste la méthode pratique d'ici, que j'ai encadré là. Ok, je fais juste ça. Ok, allons-y. Si vous n'avez pas de questions, je peux enchaîner. Du coup, on va le faire en deux temps. Et d'accord. Donc, qu'est-ce que ça vaut cette chose? C'est quoi? Ah ouais, c'est x carré, y plus y carré. Ouais, d'accord. On va développer quand même. Voilà. Bon, f de A, on connaît. Différentiel de A aussi, on connaît, là. Remplacer, quoi, tout simplement. Bon, bah, c'est tout. Donc, du coup... Oui, alors ça, je vais l'appeler psi de H. Allez, soyons fous. Parce que je vais pas réécrire le truc à chaque fois, ça va me saouler. Psi de H. Alors, psi de H, on l'écrit directos? Ou non, allez, on va le faire en deux temps. Alors, f de A plus H moins f de A, déjà. Donc, c'est f de A plus H1, B plus H2 moins f de AB, ce qui fait A carré plus 2H1. Oh, c'est bon. Allez, tant pis, je suis parti dans un calcul. Allez, je vais faire aussi avec la différentielle, tiens. Soyons fous. Bon, la différentielle, c'était quoi déjà? C'était 2AH1 moins 2BH2. Allez, simplifions tout ça. Alors là, je vous ai fait la méthode générale. Dans le cours, ils ont fait un truc plus rapide parce que l'exercice est relativement simple. Mais en pratique, on fait vraiment comme ça. D'accord? On calcule le quotient, la limite du quotient suivant. F de A plus H moins F de A moins la différentielle de F en A évaluée en H sur norme de H. D'accord? Donc on le fait comme ça. Pratiquement tout le temps. Donc là, on voit des simplifications apparaître. D'accord?
Ce qui fait qu'au final, psi de h fait donc, eh bien, tout simplement, h1 carré plus h2 carré sur la norme de h qui est racine de h1 carré plus h2 carré. Et on voit une simplification apparaître. Très simple. Et ça, en effet, ça tend vers 0 quand h1, h2 tendent vers 0, 0. Et le h qui est dans f de a plus h, du coup, c'est un vecteur? Ah bah ouais, tous les h sont des vecteurs. Hein. Tous les h Ok. sont des vecteurs. Donc, je n'écris pas les vecteurs parce que la plupart du temps, j'oublie de les... En fait, en maths, on écrit toujours... En fait, on répète tellement... tout est vecteur, en fait. Quand on va de Rn dans R, les éléments de Rn, ce sont des vecteurs. Donc, en fait, le problème, c'est que si on commence à écrire des vecteurs sur certains éléments, il faut tout le temps les écrire. Et dans le cours, des fois, ils les mettent, des fois, ils les oublient en plus. Donc, moi, je préfère ne jamais les mettre. Comme ça, c'est clair, en fait, c'est clair. Il faut juste savoir de quoi on parle, tu vois. Et en fait, de quoi parle-t-on? Eh ben, tu vois, H. Je l'ai écrit ici que c'était un vecteur. Tu vois? Pareil pour A, là. À partir du moment où on les a fixés comme ça dès le début, on sait que ce sont des vecteurs. Donc, tout le long, ce sera des vecteurs, en fait. D'accord? Et donc, c'est bien différenciable. Donc, en effet, f est bien différenciable en AB quelconque, donc sur R carré. Alors, j'aurais bien voulu... Alors, avec l'autre groupe, on a essayé de faire l'exercice d'après. Le problème, c'est que les dérivées partielles n'existent pas en 0, 0, alors qu'ils disent que ça fait 0 dans le cours. Alors, c'est bizarre, ça. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, franchement. On a fait les dérivées partielles et on a vu que... il n'y avait pas de dérivée partielle, en fait. Donc, je vais pas le faire, quoi. Vous allez en faire d'autres en TD, je pense. Il n'y a pas les dérivées partielles dans celui-ci. Elles n'existent pas. Donc, s'il n'y a pas de dérivée partielle, ça ne peut pas être différenciable. Hein. Regarde, c'est ce qu'on a dit ici, là. Il faut quoi? Il faut que ce soit... Attendez, j'espère que je ne vous fais pas mal à la tête. Il faut toujours l'existence. Je l'ai mis là. L'existence des dérivées partielles, ici. Et cette formule. Dans l'exercice suivant, il n'y a pas les dérivées partielles n'existent pas. Donc, je pense qu'ils se sont plantés dans l'énoncé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, je ne le fais pas. Je ne veux pas perdre de temps avec ça, si ça ne marche pas. Monsieur, vous Ouais. avez écrit f des différenciables en AB et Q c'est Q, ça veut dire quoi? Enfin, c'est quelle contraction? C'est contraction de quelconque. Merci. Comme c'est différenciable en n'importe quel point AB de R2, ce qui fait que c'est différenciable sur toute R2 en fait. D'accord. Donc le 2i là, je vais pas le faire parce que il n'y a pas de dérivée partielle. Enfin, on n'a pas réussi à la calculer. En 0, 0, elle n'existe pas en fait. Donc non. Problème. Je vais quand même l'écrire. Hein. Là, j'ai mis un exemple. Oh là là. Pardon, j'espère que je vous fais pas mal à la tête avec ça. Là, quand je remonte comme ça, ça me... Alors, exemple, ok. Autre exemple. Monsieur, celui-là, c'est celui qui marche pas ou... Je vais l'écrire problème. F n'admet pas de dérivée partielle. Vous pouvez le faire si vous dérivez partiellement cette fonction. Eh bien, il n'y a pas de... En 0, 0, il n'y aura pas de valeur possible. Parce qu'on divise par 0, en fait. Et ici... même si on fixe f de 0, 0 égale à 0, hein, dans l'exercice, ils disent ça. Hein, si x est différent de 0, enfin si x et y différent de 0,
Ça fait ça, sinon c'est 0, 0. Alors la fonction, elle est bien continue, par contre, par le critère polaire de continuité. On peut dire en remarque f de r cos θ, r sin θ, ça fait bien r carré cos θ, sin θ sur racine de r carré, donc ça fait bien r. Donc c'est bien continu. Puisque c'est bien égal à f de 0, 0. Voilà. Donc elle est bien continue, mais par contre, quand on la dérive partiellement, on ne peut pas l'existence de dérivée partielle. Donc pas différenciable. Mais on peut pas parce que l'ensemble de définition de f à la base, c'est lequel? Bah, c'est R2. Ah ok, Parce que- mais si ça avait été R2 privé de 0, Ah bah oui, enfin, clairement. de 0, 0, 0, là Ouais. ça aurait marché? Ah bah non, non, non. Justement, si t'es pas défini en un point, tu peux même pas être continu, tu peux pas être différenciable, tu peux rien être, tu vois. Si la fonction elle n'est pas définie en un point, on n'étudie pas la fonction en ce point, tu vois ce que je veux dire. Tu peux juste calculer sa limite, éventuellement. Mais tu n'as aucune information de continuité, de différenciabilité. En fait, tu sais qu'elle sera jamais continue, donc jamais différenciable, etc. Tu vois. Et Ah, là, ok. monsieur, juste pour montrer qu'elle n'est pas différenciable, vous êtes passé par R cos θ, R sin θ, c'est ça? Non, j'ai juste fait une remarque. J'ai Ça, juste, c'est c'est juste une juste remarque, pour dire ok. qu'elle était continue, ça. C'est une remarque, tu vois. Ça, là. Ok. Ça n'a rien à voir. J'ai juste dit qu'elle était continue, en effet. Mais f n'admet pas de dérivée partielle, puisque vous pouvez essayer de les calculer. Hein, en fait, quand on dérive partiellement cette fonction, on voit qu'en 0, 0, c'est pas défini, quoi. D'accord? Vous voulez qu'on le fasse, la dérivée partielle, là, pour être sûr? Ouais, moi je veux bien Oui. pour x, y sur racine de Ouais. x carré Mais y. comment elle peut être définie en 0, 0? De quoi tu parles? Bah là, f, enfin, si Elle on était prend x égale à 0 et y égale à 0, on peut pas. Non, mais regarde comment elle est définie dans l'exercice. Ils disent, quand x et y sont non nuls, on a ça. Sinon, si x et y sont nuls, on a 0. Donc, on l'a prolongé Ah. par continuité, en fait, tu vois. D'accord, ok. En effet, il y a un problème en 0, 0, mais on l'a prolongé. Donc, ici, on va dériver partiellement. Donc, ça fait u sur v, d'accord? Donc, ça fait y racine moins xy. Je dérive ma racine carrée, donc 2x sur 2 racine sur... Voilà. Ensuite, du coup, j'ai mes 2 qui se simplifient. Ensuite, je réduis à mon dénominateur. Ça me fait y En fait, la limite en 0 ici n'existe pas, parce que quand on fait la limite en 0, même si je remplace x et y par... ouais, si je remplace... ouais, on voit. Bon, bref. Et voilà. Et ça admet... voilà. Sinus cube, et donc ça dépend de la valeur de θ.
Donc, qui n'admet pas qui n'est pas unique, suivant la valeur qui n'admet pas de valeur fixe. Ça dépend de θ entre 0 et 2π. Voilà, donc du coup, si je regarde en 0, 0 ce qui se passe, je vous rappelle qu'il faut que ça tende vers quelque chose, en fait. Quand R tend vers 0, sauf que là, il n'y a plus de R. Donc ça ne marche pas. Il n'y a pas de limite, quoi. En 0, 0. Ok, c'est bon? Oui? Y, c'est pas normalement R sin θ? Bah si. Bah, je sais pas, vous avez mis G, R cos θ, R cos θ. Ah ouais. Oh, c'est une connerie. Ok. Ah, c'est juste un sinus, là, qui n'apparaissait pas. C'est le critère polaire, là, qu'on fait. Donc, il n'y a pas de... Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas, en fait. En 0, 0, la limite. Elle n'est pas unique, quoi. C'est bizarre qu'ils vous ont fait faire ça, quoi. Monsieur, Oui. dans le cours, ils disent qu'il faut montrer que f n'est pas dérivable en 0, 0. Comment ça? Bah, ils disent montrons que f n'est pas différenciable en 0, 0, pardon, différenciable. Oui, Du bah coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais dans la ligne d'après, ils disent que pour que f soit différenciable en 0, 0, il faut que phi soit égal à... Oui, attends. Pour que ce soit différenciable, j'explique juste un truc. Pour que ce soit différenciable en 0, 0, il faut que les dérivés partiels existent en 0, 0. Oui. Parce que tu utilises la différentielle. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dois utiliser la différentielle. Mais comme la différentielle ici, en 0, 0, n'existe pas, on s'arrête là. Ah, d'accord. Parce que les dérivés partiels, tu vois ce que je dis ici? Les dérivés partiels n'existent pas en 0, 0. Elle n'admet pas de dérivés partiels en 0, 0. Parce que quand tu remplaces ici, quand tu regardes la dérivée partielle, par exemple, de f en x, et que tu regardes la limite quand x et y tendent vers 0, bah, en fait, tu arrives à sinus cube θ. Et sinus cube θ, c'est pas une valeur qui est fixe, ça va dépendre de la valeur de θ, tu peux avoir ce que tu veux. En fait, si tu prends, là, tu n'as pas unicité de la limite, en fait. Si tu prends des directions, tu prends 0x, des trucs comme ça, ici, tu prends 0x en dessous, là, tu vas avoir 0x, tu vas avoir 0. Et si tu prends y, et si tu prends 0y, tu vas avoir 1, tu vois. Donc tu vas avoir deux limites différentes, ça n'existe pas en fait, c'est tout. D'accord? D'accord, ok. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils vous... Bon, bref, on va pas le faire. Donc du coup, on passe à la suite. Allez vite. Fonction 2.5. De toute façon, vous en allez en faire d'autres en cours. Bien. Alors, vite. Ok. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Donc, allez, on y va. Ouais, alors F, classe C1. F est partiellement dérivable. J'ai déjà dit ce que ça voulait dire. Ça veut dire que toutes ces dérivées partielles existent en A. Et les dérivées partielles les dérivées partiellement. Ah ouais, ouais, super. N'importe quoi là. Sont continues. Toutes les dérivées partielles sont continues en A et elles existent, bien sûr. Donc, remarque.
si f est de classe C1 sur U, ça implique que f est différenciable sur U, et ça implique que f est continu sur U, ou que f admet l'existence de dérivées partielles. Ok, c'est bon. Donc classe C1, différenciable. Différenciable, ça peut impliquer continuité ou existence des dérivées partielles. Il n'y a pas forcément de lien entre continuité et existence des dérivées partielles. Ok. Allez, dérivées d'ordre supérieur. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas compris la différence entre la remarque et la définition. Qu'est-ce que vous avez ajouté dans la remarque? J'ai pas compris. La remarque, j'ai juste dit, bah, en gros, si f, alors déjà la définition, c'est dire que si f est de classe C1, c'est que la fonction admet des dérivées partielles et elles sont toutes continues, c'est dérivées partielles, d'accord? Et donc après, dans la remarque, c'est juste une conséquence. C'est-à-dire que dans la remarque, je dis que si on a une fonction de classe C1, alors elle est différenciable. Et dire que c'est différenciable, ça veut dire que c'est continu et que les dérivées partielles existent, en fait, si tu veux. C'est juste des conséquences. C'est juste ça. Parce que le fait de dire que les dérivées partielles soient continues fait que c'est forcément différenciable. C'est que, en fait, tu vois, le petit taux, il existe dans le développement limité, tu vois. Okay. Si cette classe C1, c'est que, en fait, quand tu fais la définition de la continuité sur les dérivées partielles, eh bien, tu as nécessairement la différenciabilité derrière. Donc, c'est une conséquence. D'accord? Ça marche. Merci. Ensuite, donc définition. Monsieur, je vais vous demander, la classe C1, c'est quoi? C'est peut-être une question nulle, mais... Bah, c'est écrit là. Où ça? Voilà. D'accord. Mais je voulais savoir ce que c'est réellement, la fin, c'est quoi C1, en fait? En fait, 1, c'est pour l'ordre de dérivation. 2, ça sera ok. deux fois, etc. 0, c'est l'ordre 0 de dérivation, donc c'est la continuité. C0, c'est continu. C1, c'est en gros la fonction. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si c'est une fonction de Rn dans R, il faut qu'elle ait des dérivées partielles, qu'elle existe, ces dérivées partielles, et qu'elles soient toutes continues. D'accord, ok. Merci. D'accord? Alors, f, du coup, maintenant de classe C2. Si toutes ces dérivées partielles sont de classe C1, bien sûr. Alors, notation des dérivées partielles d'ordre 2. Oula. Ok, hop, on va revenir sur ça. Et donc, par exemple, si vous avez... Alors, on va faire une notation. Si f va de R2
dans R, eh bien, ça, c'est la dérivée seconde. Ça, c'est les dérivées partielles secondes. Donc, il y en a 4 en fait. Si je travaille de R dedans, R. Voilà. Je peux dériver partiellement 2 fois par rapport à X. Si j'écris dans cet ordre, attention, ça veut dire que d'abord, je dérive par rapport à Y, ma fonction, puis par rapport à X. C'est un peu comme les composés. Donc c'est différent, sauf si les fonctions sont de classe C2 à ceci. Puisque ceci, ça veut dire que d'abord, je dérive par rapport à X, puis par rapport à Y. C'est un peu comme les composés. Et là, tac, si je dérive 2 fois par rapport à la même variable, par contre, il n'y a pas de problème. Voilà. Autre notation, on peut dire que ça, c'est la dérivée seconde par rapport à x de f, ça se note comme ça. Ici, c'est x, y carré de f. On dérive d'abord par rapport à y, puis par rapport à x. Attention aux bêtises. Ici, d'abord par rapport à x, puis par rapport à y. Et là, 2 fois. Merde, je vais rajouter ça en plus. 2 fois par rapport à y, quoi. Voilà. C'est super, hein. Ok, bon, j'espère que ça va, malgré tout. Attendez, vous pouvez juste répéter la deuxième ligne, on dérive d'abord par rapport à Y et ensuite par rapport à X, ou c'est l'inverse? Exactement. On va dériver d'abord par rapport à Y, puis par rapport à X. Ok. Tu vois, parce que tu vois bien l'ordre des parenthèses. Tu fais d'abord ce qui est dans la parenthèse. Oui, c'est ce que je me disais, mais j'avais cru entendre l'inverse, c'est pour ça que j'étais pas sûr. Ah oui, non, c'est par rapport à la deuxième égalité, peut-être. Mais Ok, en fait, ça si marche. tu veux, il faut bien faire attention, tu vois, dans l'écriture. C'est-à-dire que quand tu écris ça comme ça, eh bien, on commence par dériver par f par rapport à y, puis par rapport à x. C'est ça qui est Ok. là. Ça marche. Et monsieur, juste dans celle-là, du coup, que Benjamin parlait, là, c'est le Y qui est au carré ou c'est la dérivée? C'est le Y? Ah, le carré du au-dessus, c'est simplement pour dire que f sera dérivé 2 fois. Mais là, il n'y a Ah oui, pas ok, de oui, non, carré d'accord. sur y, tu vois. Le carré, il Ah n'apparaît oui, c'est que... un indice, merde. Ouais, c'est l'indice. En fait, c'est un indice de... C'est la dérivée seconde, tu vois. Donc, c'est l'ordre de dérivation pour la fonction f. Donc, c'est pour dire que ça va se faire 2 fois. Et quand c'est la même variable en dessous, on met au carré pour dire qu'on va le faire 2 fois successivement par rapport à x. C'est une notation, en fait, hein. Il faut juste les comprendre. Et les notations que j'ai écrites en rouge à côté, franchement, moi, je les utilise jamais, ces notations, en rouge. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais voilà, vous pouvez utiliser cette notation si vous préférez. C'est complètement toléré. Monsieur, Yes. quand on dérive d'abord, quand on fait la dérivée partielle de x en premier ou de y en premier, le résultat sera le même. Ah non, il faut que la fonction soit de classe C2, en fait. Et c'est le théorème de Schwarz, donc je vais en parler juste après. Okay. Justement, bonne remarque, puisque de toute façon, il y a un théorème qui dit ce que tu viens d'énoncer, mais sous contrainte. Il y a une petite contrainte quand même. Ok, donc, merci. C'est le théorème de Schwarz. Monsieur, dans Oui. ce que vous avez écrit en rouge là, les carrés ils sont où? Enfin là dans les deux du milieu là, ils sont placés où? Ils sont en indice exposant. Ils sont en indice exposant. Mais ils sont appliqués à quoi? À X et Y? Non, mais c'est pour ça que... Alors, attends. C'est pour ça qu'en fait, c'est une notation aussi, hein. C'est pour ça que moi, cette notation, je l'utilise jamais parce qu'elle porte à confusion. Plus que la précédente. C'est juste pour dire que tu vas dériver f 2 fois par rapport à x. Donc, en fait, on synthétise un peu plus l'écriture. Tu vois? Là, dans ce que j'ai écrit, c'est dangereux, carrément. C'est pour ça que moi, je ne vous l'invite pas à le faire. C'est écrit dans le cours, mais
Ça veut dire qu'on dérive f 2 fois par rapport à x. En dessous, ici, là, ça veut dire que tu vas dériver f 2 fois par rapport d'abord à y, puis x. Ok. Tu vois, mais c'est un peu risqué de l'utiliser. Moi, je préfère que vous utilisiez franchement ça. C'est plus propre. Et surtout, l'égalité derrière, où tu vas dire que c'est tout simplement une composée. C'est comme les composés quand tu fais, par exemple, f rond g de x. Bah, tu commences d'abord par composer x avec g, dans un premier temps, puis, dans un deuxième temps, tu vas composer avec f. C'est la même logique qui est là. D'abord, tu vas utiliser l'opérateur dérivation sur y sur f, puis sur x. Tu vois? Ouais. C'est la même logique. Donc moi, je préfère que vous utilisiez, franchement, la notation écrite en bleu que ce que j'ai écrit en rouge, même si c'est dans le cours. Je l'écris parce que si c'est dans le cours, peut-être que dans les exos, ça peut apparaître. Mais voilà. Franchement, faites plutôt comme on vient de dire. Alors, du coup, par rapport à... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je crois que très sensible, l'ordi, là. On va faire attention, on va pas trop toucher, là. Faut peut-être que je nettoie l'écran, peut-être. Alors. Ici. Si f est de classe C2, si f est de classe C2 en A, alors les dérivées partielles, justement croisées, on dit, sont identiques. Bon, franchement, la plupart du temps, ça sera le cas. Hein. Ok, très important ça. Mais uniquement si elle est classe C2. Si elle est que de classe C1, on n'a pas nécessairement égalité. Donc il y a un exemple. L'exemple est assez calculatoire. Je ne vais pas le faire. Il suffit de faire des dérivées partielles. Mais comme c'est des quotients avec des x carrés, des trucs comme ça, c'est un peu long. Mais je préfère vraiment qu'on passe à la suite, et notamment matrice jacobienne. Parce que la semaine prochaine, vous en allez avoir besoin des jacobiennes et tout ça. Et des différentiels des fonctions vectorielles. Donc ça, c'est du gros morceau. Je préfère qu'on en parle davantage ensemble. Mais en tout cas, voilà, par rapport à la remarque qui a été énoncée tout à l'heure, en effet, les dérivés les croisés, la plupart du temps, sont identiques, à condition, bien sûr, d'avoir cette hypothèse. Ok, on va pouvoir faire les dérivées successives. Allez, je vais changer de page, là, parce que... C'est bon, tout le monde a noté? Je vais me mettre sur là-bas. Ok, donc là, je vais dézoomer quand même pour bien y voir un peu clair. Je posterai dans la conversation le cours après, hein, d'accord? Donc, la dernière fois, j'avais oublié, je crois, la toute première fois. Maintenant, je vais le faire, ce sera plus simple pour vous. Ok. On était à 50%, je crois, au début, à peu près. On va garder la même... Ok, hop. Bien. Ouais. Oula, le trait, il n'est pas droit du tout, c'est pas grave. Alors, 2.5.3. Les dérivées partielles successives. Bien, alors, ce qui est énoncé dans le cours, c'est pas mal, mais je vais aller plutôt à l'essentiel, puisque l'idée, c'est de maîtriser les éléments du cours, mais surtout pour faire des exercices. Donc, du coup, F, toujours pareil. Voilà, défini de U de Rn dans R. Oui, alors, je vais expliquer aussi ce truc-là. Donc ici, on va mettre des variables hein, de x1, xn, f de x1, xn, et on pose. Alors, j'espère que vous allez comprendre la notation, sinon je vais l'expliquer. Ici, il y a des indices. Et ces indices, on les prend dans un ensemble
de 1 à n chacun. Est-ce que vous comprenez cette notation? Bon, je vais faire je vais faire juste un petit parallèle à côté. Par exemple, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde comprend ceci. Ceci. Ça veut dire que c'est la même chose que A, B, C, soit dans R. C'est la même chose. Ça et ça, c'est pareil. Si je dis que le triplet ABC est dans R3, c'est que A, B et C sont dans R. Ça va, ça. Mais je peux aussi dire que, par exemple, A, B, C, ça peut être dans un autre ensemble que R3. Je peux très bien dire c'est dans 1, 2, 3, 4, par exemple. Mais comme j'ai 3 variables, je vais mettre à la puissance 3. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que A, B et C sont tous dans l'ensemble 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui est à côté, c'est la même logique. OK. Donc ça va symboliser mes indices de variables. Et donc, on note la dérivée partielle d'ordre K de F en A qui appartient à U par alors voilà des indices ici K. Ah oui, alors j'ai oublié de rajouter par rapport aux variables. xi1 jusqu'à xik par... Oui, c'est quand même un rallonge le truc. Hein. Vous avez ce qu'on écrit en français là, la phrase de malade. Bah, en fait, ça se résume comme ça en maths. Donc dériver l'indice de l'ordre de dérivation, on le met toujours ici. Et ici, bien sûr, je termine par xik, donc je le mets au tout début, jusqu'à xi1 de f en A. Ça, du coup, c'est d sur dxik 2 d sur dxik moins 1, putain, les indices de malade, 2, hop, 2 d de f sur d de xi1 en A. Ferme, petit point pour les parenthèses, et voilà. Est-ce que tout le monde a compris la chose? En gros, c'est le xi1 qui sera fait en premier, quoi. Exactement. Il est au milieu de toutes les parenthèses. Exactement. C'est exactement la logique. Alors ça, c'est la généralisation de ce qu'on a vu dans le cas n égale à 2, quoi. Voilà. Donc on peut faire ça successivement. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite, pour la fonction de classe CK, du coup. Donc ça, c'est important. Voilà.
Après, les deux points où l'existence et tout ça, bon, ok, mais vraiment, quand on va si vous faut calculer des dérivées partielles d'un ordre grand, eh bien, il faut bien comprendre cette logique. Donc, f est de classe CK sur U, si et seulement si toutes les dérivées partielles de f jusqu'à l'ordre k sont continues sur U. Voilà, normal. Donc là, ça veut dire qu'on dérive partiellement on dérive partiellement f jusqu'à l'ordre k. Donc on fait toutes les dérivées partielles de f jusqu'à l'ordre k, et toutes ces dérivées partielles doivent être continues sur U. C'est la notion de fonction de classe CK. Donc bien sûr, CK implique CK-1, implique, etc., implique C0. Ok. Alors, oui. Excusez-moi. Oui. Vous avez marqué quoi pour FCK sur U et après ce qu'il y a la flèche, c'est quoi? Après la double flèche, c'est quoi? Ah oui, j'écris pas très bien. C'est vrai que. Alors, toutes les dérivées partielles de f jusqu'à l'ordre k sont continues sur U. Merci. Excusez-moi, ça veut dire quoi les CK impliquent CK-1 implique Eh ben, ça veut dire que si f est de classe CK, c'est qu'elle sera de classe CK-1, Ah oui, d'accord, ok. etc. Tu vois. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu es de classe C2, tu es aussi de classe C1 et tu es aussi de classe C0, donc continue, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Alors, formule de Taylor. Alors, je vous la donne parce qu'elle est dans le cours, mais franchement, on ne l'utilise pas trop dans les exercices parce que c'est très théorique. Formule de Taylor à l'ordre 2. Alors, la formule de Taylor à l'ordre 2. Bien. Accrochez-vous. F donc on prend un domaine, un élément de U. Et H, un élément de Rn, tel que A plus H appartiennent à U. Et donc, la formule de Taylor est la suivante. F de A plus H alors oui, égale, si H c'est H1 jusqu'à Hn, comme d'habitude, f de A plus H, ça sera f de A plus la somme des dérivées partielles. Donc ça ne bouge pas par rapport à d'habitude. Hein. Donc là, on reconnaît la différentielle scalaire H, plus 1/2. Alors c'est là que ça se complique, de la double somme. En fait, si vous voulez, ce truc-là, c'est le développement limité à l'ordre 2 de f. Mais pour une fonction à plusieurs variables. Donc c'est vite compliqué. Voilà. Et ça, en fait, c'est le DL. Oh, on efface tout. C'était ça que je voulais effacer, moi. Vas-y, efface. Ok. Ça, c'est le DL de F en A à l'ordre 2.
Voilà. Ah, j'ai oublié le carré là. Hop, si je commence à écrire n'importe quoi. Ok, allez. Bon, ça, c'est pas super important. Enfin, si, c'est fondamental, mais on va pas l'utiliser. C'est ce qui suit qui est très important. Donc, il nous reste allez, 50 minutes pour vraiment travailler sur les notions super importantes qu'on va vraiment, que vous allez utiliser en mécanique. La semaine prochaine, vous allez peut-être commencer les exos là-dessus. Et surtout, quand on fera des intégrales multiples, on aura besoin de ces notions, de jacobienne, etc., donc de tout ce qui va suivre. Super important de bien comprendre dès aujourd'hui. Si vous arrivez à le faire aujourd'hui déjà, c'est parfait. Mais ça va nécessiter un petit peu de travail quand même, je pense, après coup. Donc cette formule, on l'écrit. Oui. Tout à droite, là, vous avez écrit plus 0, H... Petit o. C'est le petit o, tu sais. Le petit o. Bah ouais, attends, et t'as suivi le début de la séance ou pas? Ouais. Ouais, bah on a pas fait genre un petit taux de norme de H au début là, avec c'était epsilon et tout ça. Si, ça me dit quelque chose, mais non, moi c'est le 0 qui me. C'est Bah ouais, un 0. C'est un petit taux. Ah oui, ok, ouais, je vois. Ouais. Tu sais les DL de l'année dernière, tu sais avec le petit taux de. Oui, je X, vois le DL à la fin. voilà. À la fin, ouais. Bah, en fait, c'est la même logique, sauf que là c'est par rapport à la norme de H au carré, tu vois. Donc voilà. Okay, d'accord. Franchement, on va pas le. Voilà. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on va pas trop l'utiliser. Je préfère vraiment qu'on passe du temps sur la suite du cours. Donc, allez, c'est parti. Donc là, c'est par contre très important ce qui va suivre. Donc, 2.6. Matrice jacobienne. Alors déjà, on va écrire matrice jacobienne. Fonction vectorielle. Donc là, il faut vraiment... Et matrice jacobienne. Ok. Il faut vraiment être très attentif. Bien. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction vectorielle? Donc soit f, une fonction qui va de Rn dans Rm. Donc là, on est à valeur dans Rm. Donc en entrée, on a donc un vecteur x1 jusqu'à xn. Et en sortie, on va avoir une fonction donc, qui prend en argument tous ces paramètres, mais il y en a m. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, ce truc-là, c'est donc un réel. Ils sont tous réels. Lui aussi, il est réel. Et donc, tout ça, j'ai combien de composants dans mon vecteur? Bah, j'en ai m. Donc, je suis bien dans Rm. Voilà, ça c'est une fonction vectorielle. En entrée, on a un vecteur et en sortie, on a un autre vecteur dépendant, bien sûr, du vecteur en entrée, donc les paramètres. Donc, vous vous rappelez, on a réussi à caractériser le gradient d'une fonction de Rn dans R. Vous vous rappelez de ça? C'est ce qu'on a fait la dernière fois et qu'on l'a rappelé aujourd'hui. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand on a une fonction vectorielle? On n'a pas de gradient, mais on a une jacobienne qui apparaît. Alors, c'est quoi la jacobienne? Donc, ça vient de M. Jacobi. Donc, théorème fondamental d'analyse. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Jacobi? Il disait... Alors, définition d'une jacobienne. Def. On définit la jacobienne
de A, enfin de F en A par... Alors, je ne vais pas écrire Jacques, hein, parce que dans le cours, ils mettent Jacques FA ou JFA. Je vais plutôt utiliser JFA. D'accord? Jacques, bon, voilà. Donc, J, jacobienne de F au point A. Bien sûr, A, c'est un élément de Rn. Donc, A est égal à A1 jusqu'à AN, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est, hop, donc l'écriture est la suivante. Je prends F1, je mets A enfin, je prends F1, je dérive partiellement F1 par rapport à X1, et je l'évalue en A. Et je fais la même chose pour toutes mes dérivées partielles. Donc voilà. Donc au final, ici, on est d'accord qu'on va avoir un gradient de F1 de A. Et ouais, gradient de F1. Ensuite, hop, 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 on les fait pour toutes. Et donc du coup, ici, on va avoir comme ceci. Et là, on va avoir tous les gradients, tous les vecteurs gradients, quoi, tranquillement. En bas, c'est des M ou des N que vous avez marqué? Où ça en bas? Bah, des M pour F. C'est des M. Pour des F. M. Pour F, hein, c'est ça? Oui, oui, et même le X, enfin le premier, tout à gauche, on dirait que vous avez écrit un 1, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est un 1. Ah mais oui, c'est la colonne, ok. Exactement. Donc en fait, ce qui se passe, attendez, j'explique. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez dériver partiellement tout F1 et vous allez le faire pour toutes les variables de x1 jusqu'à xn. Et ça, c'est votre gradient que vous écrivez en ligne. Parce qu'en fait, votre fonction, elle n'est plus à valeur réelle, elle est à valeur vectorielle. Donc on est à valeur dans Rm. Ce qui fait que si je dois dériver partiellement cette fonction, eh bien, je vais avoir beaucoup de dérivées partielles à faire, et en plus par rapport à chacune de mes variables. C'est bon? Donc c'est juste une généralisation de la jacobienne. Donc du coup, remarque, si f va de Rn dans R, le gradient de f en A est égal à sa jacobienne, en fait. Logique. Voilà. Et donc, autre chose, ce truc-là, la jacobienne, hop, ça là, ça appartient à l'espace des matrices. J'ai combien de lignes? Bah, M. J'ai combien de colonnes? N. À valeur réelle. Voilà. Donc, c'est une matrice. Une fabuleuse matrice. Et donc, première remarque. Et deuxième, non, pas deuxième remarque qu'on va faire, c'est qu'on va parler du jacobien également. C'est magique. On définit, alors, si n égale à m, le jacobien de f en A est déterminant de la jacobienne en A. On en a besoin de ça. Parfois du jacobien. Déterminant, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que ça va, ce que je raconte, ou ça vous semble compliqué, bizarre? Un peu bizarre, mais ça va. Un peu bizarre? En théorie, c'est un peu compliqué, quoi, mais on va voir la Ouais, application. après, vous allez faire des exos, hein, je vous rassure tout de suite. Ça, par contre, la jacobienne, faut, voilà, apprenez ça. En fait, dans ce cours, il y a 3 choses vraiment importantes pour l'instant.
c'est la continuité avec les coordonnées polaires. Vous vous rappelez, c'était la semaine dernière. Il y a la différenciabilité, la méthode pratique qu'on a vue au tout début de la séance, où il faut que la limite du quotient avec les différences tende vers 0. Et il y a la jacobienne. Ça fait 3. D'accord ? 3 choses. Alors, après, les classes de fonctions, vous pouvez tomber sur les exercices dessus, mais il faut savoir, bien sûr, dériver partiellement les fonctions. D'accord ? Donc, dans le calcul. Mais au final, en termes de notions pures, voilà, la continuité avec le critère polaire, la différenciabilité, bon, les calculs des dérivées partielles et la jacobienne, pour l'instant. Et on va rajouter une couche, puisqu'il reste, il reste 40 minutes. On va rajouter une couche sur les champs, alors, sur la composée de différentiel de fonctions vectorielles, et là, c'est compliqué, par contre. Donc, on va prendre du temps. Je vais essayer de vous expliquer la théorie, mais vous ferez, bien sûr, des exercices. Hein. Donc, avant Monsieur ? Oui. Ouais, du coup, si n est égal à m, c'est-à-dire que c'est une matrice carrée. Voilà, et donc, on peut faire le déterminant. Sinon, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas, sinon ? Et bien, par définition, tu ne peux pas faire un déterminant si la matrice n'est pas carrée. Tu as fait les déterminants. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est toujours une matrice carrée. Hein. Oui, c'est vrai. Bah oui, je ne m'étais pas rendu compte, mais ouais, c'est toujours du 2 par 2, du 3 par 3 ou du... Ok. Ouais, parce que sinon, ça ne marche pas, si tu veux. Tu ne peux pas le faire. Et excusez-moi, on va faire un exemple pour la jacobienne, là, pour que ce soit un peu plus concret, ou on le fera en TD dans un autre cours? Ouais, mais tu veux qu'on en fasse ça ensemble, là? Bah là, c'est un peu abstrait quand même comme concept. Bon, attends, tu sais ce que c'est qu'un gradient? Ouais. Et bah, tu fais ton gradient pour chacune de tes fonctions de f1 jusqu'à fn. Tu fais ton gradient, tu vois, c'est ce que j'ai écrit là, gradient de f1 et gradient du dernier, tu vois. Tu fais tous tes gradients. Ok. Et ça nous... Ok. Ça nous sert à quoi de calculer une jacobienne, du coup? Tu vas voir. J'y arrive tout de suite, justement. Alors, justement, la jacobienne va nous servir à caractériser les différentiels. Alors voilà, on y va. Vous vous rappelez, le gradient, il permettait de définir les différentiels d'une fonction de Rn dans R. Et bien la jacobienne, ça va être pareil. Même effet. Donc, définition. Si j'ai une fonction qui va de Rn dans R m, eh bien, on définit la différentielle vectorielle de f en A par... Donc, cette fois-ci, on va mettre un grand D. C'est la notation qu'ils ont établie de f en A. Donc, une fonction... Alors oui, j'ai mis R là. Bon, désolé, on va mettre U. Ça vous fait à chaque fois me bidouiller. U. Donc, ça va aller de U, inclus dans... J'ai écrit très mal aujourd'hui, désolé, ou peut-être tout le temps d'ailleurs, c'est possible. C'est vraiment pas pratique avec tablette. U. Donc linéaire. Regardez, ça va être magique. On n'a plus de son, monsieur. C'est normal, je parle plus. Ok. Voilà, donc ça fait jacobienne de f en A scalaire h. Voilà. Tout simplement. Donc je vais l'écrire juste en dessous en termes de... Donc ça va être c'est une matrice en fait. Hein. Donc c'est différentiel de f en A
ça va être, allez, je l'écris, D de F1 sur D de X1. Donc ça, c'est ma jacobienne. Voilà. Donc je fais mon gradient pour chaque composante. Je fais scalaire H1 jusqu'à Hn. Et donc, ça me fait bien sûr ma somme, quoi, tout simplement, quoi. Donc somme, là je vais sommer sur l'indice de mes variables. En fait, si vous voulez, je vous ai dit au tout début, hein, ce cours, il est très théorique, clairement. Et en fait, vous ne pouvez bien le comprendre que si vous refaites un travail d'écriture derrière chez vous, quoi. Vous pourrez reprendre le cours et essayer de refaire un petit peu ce que j'ai écrit. En fait, là, pour le coup, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé de refaire à peu près la même démarche un petit peu chez vous pour bien comprendre tout ça, quoi. Parce que moi, je l'écris avec vous. Vous l'écrivez en même temps, donc vous voyez un peu, vous visualisez, mais il faut le réécrire un peu tout seul après. Et donc en fait, ce truc-là, c'est donc les différentiels, hein, d'accord? C'est la différentielle de F1, on va dire, évaluée en A. Voilà, comment je vais faire l'indice? De H. Alors c'est de A, quoi. De A de H. On va dire, voilà. Différentielle F, M. Évalué en A de H. Monsieur? C'est toutes les différentielles. Yes. Les H, ça va de H1 à Hn ou Hm? Hn. Parce que regarde. C'est l'argument de ta différentielle. Ouais, mais justement, vu que je ne savais pas trop si c'était un M ou un N. Ouais, ça marche. C'est bien un N. Vu que quand on va en colonne, on va en M, je pensais que c'était aussi un M, mais en fait, non, c'est un N. Non, non, en colonne, tu vas en N. Tu rigoles. Tu as combien de colonnes? Ah non, pardon, en ligne. Oui, pardon. Ah voilà, en ligne, voilà, je suis d'accord. En ligne, tu as M lignes et tu as N colonnes. Et donc, nécessairement, quand tu as N lignes, quand tu distribues avec ton H, tu dois en avoir N colonnes. Enfin, tu dois avoir N lignes aussi pour... enfin, merde, je me suis embrouillé. Quand tu as N colonnes pour J, tu dois avoir N lignes pour H, tu vois, pour pouvoir distribuer, tu vois. Ok. Vous avez oublié un M. Ah, yes, exact. Ouais, okay. Ah ouais. Voilà, donc en fait, la différentielle d'une fonction vectorielle, tout simplement, vous prenez, pour résumer, hein, vous prenez les différentiels de toutes les fonctions f1 jusqu'à fm. Et vous les mettez dans un vecteur, voilà, comme ça. Ça vous fait votre différentiel vectoriel. Voilà. Donc, ça va encore. C'est ce qui suit qui va plus. Et donc, on va passer une demi-heure à expliquer un truc ultra théorique. Mais en fait, en pratique, vous allez voir, vous allez bien comprendre. Est-ce que c'est quand même utile qu'on écrive tout ça par rapport à la lecture de votre cours personnel? Ouais, c'est quand même important ce qu'on fait là. Oui. D'accord, ok. Non, parce que je ne me rends pas trop compte, puisque en fait, je m'inspire un petit peu du cours, mais en même temps, je redéfinis un peu les choses aussi avec vous pour que vous puissiez derrière faire un effort perso de compréhension. Alors, on va donc, je dézoome un peu pour voir où j'en suis dans le cours, parce que je vois plus très bien. On va continuer là-dessus. Ok.
Très bien, bon, je vais continuer en bas. Donc, on va quand même arriver à 40% au moins, ce serait bien. Ok. Bon, alors, c'est maintenant que les ennuis commencent. C'est là. Différentiel. Oh là là. Différentiel. Voilà. Donc, ça repose sur la dérivation d'une composée que vous avez déjà vue en terminale et que vous avez revue un petit peu l'année dernière. Vous vous rappelez, f rond g, on sait dériver une composée de fonction. Ben, la question qu'on va se poser, c'est de calculer une différentielle d'une composée de fonctions vectorielles. D'accord? Donc, il y aura de la matrice, il y aura du gradient, il y aura de la jacobienne, il y aura tout ça. Et il faut comprendre un petit peu comment on va faire. D'accord? Très important. Donc, j'ai regardé un petit peu le cours au préalable. La propriété 2.6.1, en fait, utilise des fonctions et dans le changement de variable derrière, ils utilisent d'autres fonctions et on s'embrouille pas mal quand on lit le truc. Donc, je vais essayer de tout simplement clarifier un peu la situation, même si les deux formules sont correctes. Je vais essayer de voir avec vous comment faire. Donc, je vais utiliser les notations que vous avez dans le application au changement de variable. Dans application au changement de variable, vous avez des notations avec phi, g et f, et je vais utiliser ces notations dans l'explication qui va suivre. Et je vais essayer de voir avec vous comment bien caractériser tout ça. Donc, je prends un peu de place parce que il y aura des choses importantes à écrire. Alors, allez, c'est parti. Donc, on va commencer déjà par fixer un vecteur x. Ok. Ensuite, pour simplifier tout ça, je vais considérer des espaces Rn, Rm, d'accord? Je peux m'embêter à prendre des domaines U, V, etc. Donc ici, ok. Prenez beaucoup d'espace comme ça, vous allez voir pourquoi. Donc ici, on va utiliser une fonction phi et une fonction f. Du coup, ici, on a quelque chose qu'on va appeler g, qui est tout simplement f rond phi. Jusque-là, ça va. Ensuite, on prend notre vecteur qu'on a fixé au-dessus et on va regarder son image par phi. Phi de x. Donc, phi de x, ça va être phi 1 de x jusqu'à phi n de x. Donc, ceci, je vais dire que c'est y1 et yn. Mon changement de variable, finalement. Et ensuite, f rond phi de x, ainsi, ça fera f
Voilà, donc ici, j'ai tout simplement y1. Voilà. Bon. Donc, on a une fonction phi vectorielle qui va de Rn dans Rn. C'est très important quand on fait un changement de coordonnées. D'accord? Un changement de coordonnées, changement de variable. Généralement, si on travaille dans R2, eh bien, avec des variables, on va travailler avec des nouvelles variables dans R2. On est stable dans l'espace vectoriel Rn. Ce qui fait que la jacobienne existe, ce qui fait que, enfin, que la jacobienne, bien sûr, elle existera même si ce n'était pas le cas, mais le jacobien va exister et généralement, un changement de variable est bijectif, donc on pourra inverser tout ça. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, est-ce que vous comprenez le schéma déjà? Non, pas trop. Pas trop? Alors, il faut me dire ce qui ne va pas. Je peux pas. Il faut que vous me disiez ce qui ne va pas là. Mais genre, c'est. Genre, enfin, avec une phrase, vous direz ça comment le schéma que vous avez fait? C'est genre, c'est RS, du coup, c'est RN. Alors, avec une phrase, je dirais que phi est une fonction donc, qui va de Rn dans Rn. Donc, je prends un vecteur x à n composantes. J'aurai donc une valeur vectorielle en fonction de mes x qui est phi de x. Donc, je vais avoir un vecteur pareil à n composantes. Et ensuite, j'applique sur phi de x f. Et ça me donne... si tu veux, là, j'ai juste fait une composée de fonctions, sauf que les domaines que j'utilise, c'est Rn, dans Rn et R. Tu vois, ici, à la fin, j'ai un... Ça, c'est un réel, tu vois. Ça, c'est un réel, ici, là. Donc, c'est G qui est dans R, c'est ça? G, alors G, au final, il va de Rn dans R, ouais. Il va de Rn Ouais, ok. dans R, au final, tu vois, parce que, regarde, il part de Rn et il arrive jusqu'à R, là. Tu vois? Et c'est logique parce qu'en fait, G, c'est phi rond, enfin, c'est f rond phi. Phi va de Rn dans Rn, mais f, lui, la valeur réelle. Donc, le résultat de f et de G sont dans le même espace. C'est réel. D'accord? OK. Donc, ça, c'est le petit schéma à bien comprendre. Ensuite, caractérisons la différentielle de G. La différentielle, donc, la vraie différentielle, si vous voulez. Enfin, la différentielle, on va passer par la jacobienne, d'ailleurs. La jacobienne, du coup, ouais. Alors oui, on va mettre jacobienne, on va mettre différentielle. Ouais, là, ils ont mis la jacobienne. Ouais, ils ont mis la jacobienne. Bon, on va garder la même logique. Donc la jacobienne J, alors écoutez bien, on a... Alors, je ne vais pas écrire on a, ça va me prendre de la place. Hop, je préfère garder le maximum de place pour l'écriture. Donc, en fait, J, la jacobienne, ici, ça va être la jacobienne de f rond phi en x, et il faut bien s'en rappeler, et je vais expliquer comment utiliser cette formule. C'est la jacobienne de f de phi de x multipliée par la jacobienne de phi de x. C'est un peu comme les dérivées composées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Quand on fait, je le fais à côté là. Je sais pas. Enfin, hop. Il faut pas. Alors, si je fais par exemple. C'est pareil. D'accord? C'est la même formule en fait, sauf que là c'est pour avec les matrices et tout, mais c'est pareil en fait au final. Donc, on y va. Alors voilà, je vais essayer de caractériser matriciellement toute la chose. Accrochez-vous. Donc, on a dit que la jacobienne de f. Donc f, je vous rappelle que c'est un vecteur. Donc c'est exactement ce que j'ai écrit tout à l'heure. On va avoir ici phi de x
C'est un gradient, du coup. Alors oui, je ne vais pas mettre x, pardon, c'est l'habitude, puisque mes f, ils sont à valeur dans... Mes variables, c'est y. Donc je vais dériver par rapport à y. De x. Là, je vais multiplier par ma jacobienne. Allez, il faut que j'enchaîne là, parce que... Bon, vous essayez de le refaire chez vous, mais je vais faire un exemple après, et je vais vous expliquer ça avec un exemple. Ce sera peut-être plus simple. Non, putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Merde. CTRL Z, CTRL Z. Ça revient. Ouais, champion. Ah, il n'y a pas de CTRL Z, la flèche aussi, undo, c'est bon. Non, mais t'inquiète. Non, mais j'ai cru que j'avais perdu le truc parce que c'était la misère. Donc, en fait, tac. Ok, on a ça. Donc, 1. C'était juste pour effacer ça. Donc, du coup, ça me fait Et ça. là, du coup, dans la jacobienne, c'est des X ou des Y en dessous? Ah bah c'est des X. Non mais en fait, pourquoi là c'est des Y pour F et l'autre c'est des X? Parce que regarde ici, c'est mon changement de variable en fait. Ici mon F, il fait F de Y1 jusqu'à YN, d'accord? Donc tu vas dériver F de phi de X, d'accord, par rapport à Y. Ah, mais phi de X, ah bah ouais, c'est des X, ok. Ok, ça marche. En fait, les phi 1 jusqu'à phi n, c'est des Y en fait. Au final, bon, le truc c'est que tu fais un changement de variable. Donc, on va faire un exercice là-dessus. Hein. Mais en gros, c'est comme si tu disais que tu as changé de variable. Plutôt que d'avoir des x1 jusqu'à xn, tu as des y1 jusqu'à yn pour f. Ouais, mais j'ai compris, ça marche. Et après, tu dérives par rapport à y pour les f. Mais par contre, derrière, il faut que tu dérives quand même ta variable. Y1 jusqu'à Yn, donc tes phi 1 jusqu'à phi n par rapport à x. Et ça, c'est ce qu'on a fait là dans la jacobienne à côté. Et donc, ce truc-là, ça fait Schlack. Mais monsieur, Yes. ça veut dire que dans la jacobienne, là, les phi 1 jusqu'à phi n, on peut les remplacer par y, non? Oui, mais là, comme tu les dérives par rapport à x1 jusqu'à xn, tu en mettras leur expression par rapport à x1 jusqu'à xn. Parce qu'il faut quand même que tu aies les variables pour pouvoir les dériver par rapport à... Tu vois? Ton phi 1, là, ton phi 1 de x, c'est y1. Mais ton phi 1 de x dépend de x. Donc, dépend finalement de ça. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ici, dans la jacobienne, d'en dessous, là, dans cette jacobienne-là, ici, tu vas remplacer phi 1 de x et phi n jusqu'à phi n de x par rapport à x1, x2 jusqu'à xn, et tu vas dériver par rapport à x1, x2, xn dans la jacobienne qui est là. Mais par contre, dans le gradient du f, tu vas dériver par rapport à y, pour le coup. Comme pour une composée normale, quoi. Bon, on va faire un exemple, vous allez voir. Et donc, là, j'écris ma formule avec, voilà, le truc qui est là. Là, on s'embarque dans des gros calculs, hein. Enfin, dans des grosses formules. Je me suis entêté à vouloir faire ça, mais bon, je ne sais pas si au final c'est vraiment utile. Mais bon, c'est si vous voulez vraiment comprendre la formule générale du cours, je suis obligé de passer par des étapes comme ça. Voilà. Ok. Bon, c'est des maths hein, quand même. Hein. Donc du coup, ici, on a... Alors,
Ça, c'est donc D de G sur D de X1 de X. Ça, je reviens quand même à ce que pourquoi on fait ça, hein, parce que sinon. Et donc au final, une fois qu'on a compris ça, on peut dire que donc D de G sur D de XI, c'est D de G sur D de XI de. Je prends ces paramètres-là et je les balance. Et je justifie la formule du cours qu'ils vous ont donné comme ça de but en blanc. Et voilà. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste rapidement dézoomer, s'il vous plaît? Je crois que j'ai manqué un morceau. Pas de souci. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Mais, monsieur, il n'y a pas de signe. Enfin, parce que là, notre x, notre petit x, il va de 1 jusqu'à n. Ah oui, alors, ici, tu veux dire pour Et lui. il manque un somme, non? J'ai oublié le grand X là, attends. J'ai vu un grand X. Ça rame. Je reviens ici, c'est le grand X. Tac, ok. Tu disais quoi, excuse-moi? Je veux dire, juste avant, là, ce que vous avez écrit en rouge, on est d'accord que le petit x, il va de x1 jusqu'à xn. Xn, n. Oui, xn. Ouais. Mais enfin, il n'y a pas de signe somme qui le fait varier de 1 jusqu'à n, là, puisque c'est le k qu'on fait varier de k jusqu'à n. Bah ouais, mais regarde. Non, mais regarde le. Ici, là, D de G, par exemple, ici, je vais l'entourer en vert. Lui, là. Le X1, tu dérives par rapport à X1. Donc, le I, là, il va pas bouger. Le I, là, il n'y a pas d'indice. En effet, le I, il est compris, le I, là, il est compris entre 1 et N. Ok. Ah, mais en fait, là, tout ce qu'on a écrit dans cette grosse parenthèse, là, avec les 3 petits points, en fait, on pourrait réécrire sous forme d'une double somme. Ah non, avec... on écrit, là, si tu veux, là, j'ai écrit, en fait, si tu veux, moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout simplement utilisé la formule qui est là, avec les matrices jacobiennes et le gradient. Et j'ai développé tout, hein. J'ai fait ça. Et en fait, en développant et en faisant la formule, en faisant ça, je suis arrivé pile poil à cette formule que j'ai encadrée en rouge à la fin, qui caractérise les dérivées partielles de G. Toutes les dérivées partielles de G. Tu vois, tout simplement. Donc ça, c'est les dérivées partielles de G. Et s'il fallait faire un gradient de ça, bah, je ferais dérivées partielles de G qui sont définies par ça, multipliées par un vecteur H1 jusqu'à Hn, tu vois. Tout simplement. Ok. Donc, en fait, ok. Ça va ou pas? Ah ouais, je pensais juste que là, la dernière écriture là qu'on a écrit en noir là avant le rouge, je pensais que vu qu'en fait c'est des termes à chaque fois, puisqu'il y a les 3 petits points là. Ouais, c'est ça, il y a n termes. Et en fait, si on voudrait enlever cette notation avec les 3 petits points et chacun des termes, on pourrait rajouter un truc. Ah ouais. C'est ça, moi, que je pensais, parce que... Une suite, dans ces cas-là, tu pourrais mettre une double parenthèse et ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu fais varier. Parce qu'en fait, le petit x, à chaque fois, il change. Il fait x1, x2, x3, jusqu'à n. Il n'y a rien qui... Ouais, c'est vrai. On pourrait. Ouais, il n'y a pas de souci avec ouais, je vois ce que tu veux dire. Avec comme une suite, quoi. Ok. Parce qu'en fait, je croyais juste, c'est juste que je comprenais pas pour moi, je me disais, s'il varie, il faut un truc qui le fasse changer, mais en fait, non, on l'a bien écrit. Enfin, bon, bref. Non, il n'y a pas de souci. Et en fait, l'écriture d'en dessous encadrée en rouge, bah, en fait, c'est chacune des composantes de mon vecteur que je caractérise pour i allant de 1 à n, tu vois. Voilà, tout simplement. Merci. Et là, vous retrouvez la formule du changement de variable que vous avez, page 37. Avec la formule. Là, vous avez vraiment le lien entre la jacobienne et la formule page 37. Donc, c'était vraiment là-dessus que je voulais arriver. Maintenant, je vais faire l'exemple du changement polaire en dessous
pour vous montrer un exemple concret. Donc, il reste un peu plus que 10 minutes, ça va être un peu chaud, mais je vais quand même le faire, parce qu'il faut qu'on soit au même niveau avec toutes les classes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Je peux enchaîner? Enfin, c'est clair. Vous reviendrez dessus. Donc, je fais juste un petit exemple. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, c'est pour vous, si vous voulez relire le cours, on ne sait jamais. Ok. Ok, bon, alors bref. Hop. Exemple. Bien, exemple. Donc, R2. R2, R, phi, F, AGG égale F rond phi. Donc, on va faire un changement polaire. R, θ. Ici, je vais donc avoir R cos θ, R sin θ. Donc ça, c'est comme si j'avais X. La couleur n'est pas passée ou quoi là? Ah si, X et Y. Mon X1 jusqu'à, enfin mon Y1 jusqu'à YN de tout à l'heure, vous vous rappelez. Et donc ici, je vais avoir F de R cos θ, R sin θ. Donc pareil, je vais avoir mon X et mon Y, mon changement de variable en fait. Ici, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un changement de variable. X égale à R cos θ, Y égale à R sin θ. Ok. Et donc, que va-t-il se passer avec tout ça? Eh bien, on applique. Ah, c'est quoi la dérivée partielle de G du coup? Bah, dérivée partielle de G par rapport à R. Je ne vais pas mettre mes variables. Donc vous êtes d'accord, G, il part de Rθ jusqu'à R, d'accord? Donc en fait, regardez en pratique, c'est facile en fait. Vous allez donc dériver partiellement F par rapport à X, la nouvelle variable, multiplié par la dérivée partielle de X par rapport à R, plus dérivée partielle de F par rapport à Y, fois dérivée partielle de Y par rapport à R. Pareil pour dθ là. Mais ça, vous savez faire normalement. Vous avez déjà fait ça en méca, non? Peut-être pas, je sais pas, peut-être que je craque. Voilà. L'année dernière, je crois, on a fait un truc comme ça. Bah là, vous avez l'explication. Alors, bon, vous avez le... J'ai vraiment fait... on a mis le paquet sur l'explication théorique, là, pour le coup. Bon, c'est un peu lourd, hein, j'avoue. Après, en pratique, c'est pas si compliqué. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de vous expliquer le truc de manière assez théorique. Maintenant, en pratique, vous faites un changement de variable. Vous remplacez X et Y par R cos θ, R sin θ. D'accord? Et si vous devez dériver complètement F rond phi, du coup, ou G, quoi, bah vous le faites comme ce qu'on vient de voir. Vous dérivez F par rapport à X et le X par rapport au R. Et pareil, F par rapport à Y et le Y par rapport au R, pour avoir la dérivée partielle par rapport à R, quoi. Donc, je vais remplacer certaines choses. Donc, ça veut dire qu'on a... J'ai pas mis les X et les Y parce que ils y sont normalement, mais voilà, après c'est compliqué. X, on a dit que c'était R cos θ, donc ça veut dire que quand je dérive R cos θ par rapport à R, je vais avoir R. Et si je dérive... Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais avoir R cos θ, j'ai craqué, je fais n'importe quoi, c'est cos θ là, c'est... Ça y est. Donc ça fait cos θ, T de F sur dx.
Ensuite, je dérive l'autre plus sin θ d de f sur dy. Ensuite, ici, je vais avoir d de x par rapport à θ. Θ, ça va me faire r df dx plus je dérive par rapport à x par rapport à θ, on a dit. Ouais, donc c'est un moins sinus. θ, tac, ici, d de f sur dx. Et après, je dérive y par rapport à θ, donc plus r cos θ, d de f sur dy. Ok, donc ici, on peut voir que, je vous explique la suite là, mais on voit que r carré, c'est bien x carré plus y carré, d'accord? Et donc, on peut dire que r, c'est racine de x carré plus y carré. Et on peut dire aussi donc que cos θ, c'est x sur r, et sin θ, c'est y sur r. Pourquoi je vous dis ça? Comme ça, on va pouvoir éventuellement ici continuer le procédé en disant que on a bien x sur racine de x carré plus y carré, tout dépend des besoins, je ne sais pas pourquoi ils vous font faire ça, il faut voir après si on en a besoin dans le calcul. Sinus θ, c'est donc y sur, voilà, d de f sur dy. Pareil en dessous, on peut dire que sinus θ, voilà, le r il s'annule, donc ça me fait sinus θ, donc ça me fait moins y. Et r cos θ plus x d de f sur dy. Excusez-moi, je finis juste le procédé pour vous montrer avec une petite inversion matricielle ce qui peut se passer, c'est toujours sympa. Si il fallait ensuite pousser un petit peu le calcul, on pourrait dire que l'on a voilà. Et donc, il remonte là. Voilà. Ici, on va dire qu'on a grand Y, ici qu'on a la matrice A, qu'on a X. Et donc, si on veut X par rapport à Y, on peut très bien dire que X, c'est A-1, Y par exemple. Voilà. Bon, c'était compliqué tout ça. Ok. Donc, la fin du calcul, peu importe. Je suis allé dans la direction du cours. Moi, ce que je veux que vous compreniez, par contre, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce truc-là? Ou est-ce qu'il faut que je réexplique? Pourquoi il y a un plus? Pourquoi il y a un plus? Tu veux dire entre les deux produits de dérivés partiels? Ouais. Eh bien, c'est le plus que tu as dans ta somme. Tu sais, tu te rappelles tout à l'heure quand on avait fait la dérivée partielle de G par rapport à xi de grand X, on avait dit que c'était la somme des dérivés partiels de f par rapport à y multiplié par d de y par rapport à les dérivés partiels de y par rapport à xi. Je ne sais pas si tu as le truc devant les yeux. Ouais. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est que le x qui est là, ça a le même rôle que y1 dans ma formule de tout à l'heure. Le y qui est là, ça a le même rôle que y2 dans ma formule de tout à l'heure. Donc, il faut bien sûr dériver x par rapport à r et y aussi, tu vois.
Ok, d'accord, merci. Parce qu'en fait, dans la formule de tout à l'heure, c'était le cas général avec une somme allant de 1 à n. Mais là, ta somme, elle va de 1 à 2, en fait, au final, puisque tu as n égale à 2, là. Ton n, il vaut 2 ici. Donc, comme ton n, il vaut 2, tu as juste x à dériver par rapport à r et y à dériver par rapport à r. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non, monsieur, j'ai vraiment pas compris ce que vous avez encadré. En vert? Ouais. Enfin, je comprends. Ah non, en fait, non, je comprends pas. Alors, je ne vais pas passer par la formule générale de tout à l'heure qui est encore plus abstraite. Donc, pour comprendre la manipulation pour d'autres fonctions éventuellement,